C'est Et bon. Merci. Bonjour à tous. Toute l'équipe Speak Me est heureuse de vous retrouver pour ce nouveau webinaire qui sera le dernier avant la période d'été. Le sujet de ce webinaire, c'est l'audit antibioprophylaxie 2025, qui a déjà été évoqué de façon assez générale dans des webinaires précédents, notamment le 20 mai dernier que vous pouvez retrouver en replay. Je commencerai par des questions un peu chronologiques et de calendrier. Donc aujourd'hui, il y a ce webinaire où je vais pouvoir vous expliquer cet outil un peu plus en détail. Mais il y aura un autre webinaire sur le même thème qui aura lieu le 23 septembre prochain, avec là l'objectif de vous présenter très en détail des grilles, et c'est plus une formation des auditeurs qui sera l'objectif principal de cette session. Charge donc aux personnes intéressées d'identifier les auditeurs susceptibles de participer à l'audit qui aura lieu donc lors de la campagne nationale, avec un recueil, donc fin d'année, avec un recueil d'octobre à décembre 2025. Alors j'ai précisé recueil parce qu'en fait vous aurez du temps pour la saisie en début d'année 2026. Mais l'outil informatique qui va commencer à être préparé là cet été, sera disponible normalement en fin d'année, au moment quand même où vous ferez l'audit. Comme je vous l'avais dit, c'est un projet qui est construit en collaboration avec l'ASFAR et d'autres partenaires, bien sûr, très concernés par l'antibioprophylaxie. Vous aurez dans les dernières diapos la liste des participants. Alors, on y va. Quelques mots de contexte rapidement avant d'aller au cœur du sujet. Vous êtes bien sûr tous au courant qu'en termes de prévention du risque infectieux en chirurgie et dans certains secteurs interventionnels, il y a deux gros sujets, la préparation cutanée de l'opéré et l'antibioprophylaxie chirurgicale, qui sera notée à TDP hein, dans ce support. Alors, c'est bien sûr pas les seuls sujets, mais disons que ce sont deux sujets majeurs que nous avons commencé à traiter au niveau du programme SpeakMe dès 2020, avec un audit qui combinait ces deux thèmes par observation au bloc et jusqu'en 2023, puisque vous savez que fin 2023 et la version 2024 est celle qui est en vigueur, l'ASFAR a sorti donc des recommandations formalisées d'experts, RFE, qui venaient faire une refonte de l'ancien référentiel et qui a occasionné l'idée de co-construire avec l'ASFAR un nouvel outil spécifique à l'antibioprophylaxie. La première évaluation donc, aura lieu en 2025. On verra si l'outil apparaît intéressant, on pourra le mettre à disposition les années suivantes, c'est en discussion. Euh, pour rappel, pour ceux qui n'auraient pas forcément en tête le champ exact de ces référentiels, de ce nouveau référentiel, il concerne la chirurgie, mais pas que, donc la médecine interventionnelle également et l'endoscopie interventionnelle. Euh, Là, puisqu'on va faire un audit à partir de ce référentiel, on a choisi d'aller plus loin que l'audit pré-op euh, qui visait principalement l'étape préopératoire de l'antibioprophylaxie. Il sera également avec un champ sur le péropératoire et le post-opératoire. On va voir que ça impacte la méthode d'évaluation. Et donc, le référentiel, comme les précédents, décrit les actes, les molécules et les doses, ce qui est à faire en pré-op, pér-op et post-op, et notamment, dans certains cas, un prolongement qui est autorisé de 24-48 heures. Si vous voulez avoir un aperçu un résumé de ces recos, vous pouvez retourner au webinaire qui a été organisé en partenariat avec l'ASFAR, le 8 janvier 2024 ou le 15 mai 2025. Vous retrouverez voilà, Marc Garnier qui fait un point sur ce sujet. Au niveau du contexte, je voulais aussi préciser que l'antibioprophylaxie, c'est un sujet majeur parce que même si ça ne concerne pas tous les actes chirurgicaux ou interventionnels, c'est quelque chose de très important à respecter. Et donc, il y a des indications. Comme on l'a vu, il y a également des molécules qui sont recommandées avec une certaine dose et une durée d'utilisation. Ce qu'on a observé à la fois dans la littérature et dans
les tests qu'on a pu faire préalablement depuis 2020, et puis les échanges avec les professionnels, hein, c'est qu'il y a parfois une réalisation en excès, avec là pas forcément un risque au niveau infectieux, mais des problématiques d'antibiorésistance par mes usages, avec parfois une réalisation donc au-delà de l'indication préopératoire, et puis surtout des prolongements euh, inadéquats d'antibioprophylaxie au-delà des 24 à 48 heures qui sont parfois recommandées. Euh, on a fait une analyse grâce à une stagiaire de Master 2 sur l'enquête nationale de prévalence 2022 qui a montré qu'il y avait un tiers des antibioprophylaxies qui avaient une durée de plus de 48 heures. Donc c'est quand même un chiffre assez important sur lequel on est censé donc travailler. Au-delà de ces durées plus ou moins indiquées, on peut aussi voir des molécules parfois utilisées et des doses qui sont plus ou moins adaptées. Donc, il y a vraiment un sujet et on propose alors aux différents établissements de participer. Alors, ça répond souvent à leurs besoins puisque certains nous ont dit qu'ils aimeraient bien poursuivre leur travail ayant fait dans les années précédentes l'audit pré-op sur l'antibioprophylaxie. Donc, comme ils ont mis des mesures en place, ils voulaient réévaluer un petit peu où en était leur établissement à ce niveau-là. C'est vrai que ça va permettre aux structures régionales comme les CEPIAS, les CRATB, de disposer de données nationales ou régionales. Et puis, les sociétés savantes sont très motivées pour ce sujet, enfin ce sujet, pour cet audit, parce que ça leur permettra de voir un petit peu où on en est de l'état d'avancement de l'application des recours. Et donc, voir s'il y a des actions à mener particulières sur certains points qui seraient plus ou moins intégrés au protocole ou dans les pratiques, hein, et pouvoir cibler voilà, les points de communication ou les spécialités dans lesquelles il faut retravailler la question. Donc, l'objectif de cet audit, donc, comme on l'a dit, c'est à l'occasion de la sortie d'un nouveau référentiel. Alors, on a attendu un petit peu que le référentiel soit connu, intégré dans les protocoles et dans les pratiques, hein. On propose cette évaluation un peu plus d'un an après la publication du référentiel. Toujours dans l'idée que de faciliter ces évaluations, c'est de proposer un outil clé en main, avec bien sûr les grilles, les guides de l'auditeur et l'application informatique. Et en pratique, concrètement, il va s'agir de remplir d'une part une fiche établissement, d'autre part une grille d'audit. Euh, la première étant dédiée à l'évaluation du système documentaire de l'établissement concernant l'antibioprophylaxie, c'est-à-dire qu'est-ce qui existe comme protocole et est-ce qu'il a été actualisé par rapport au référentiel en vigueur, et comment est organisée la traçabilité, en particulier les prescriptions et l'administration d'antibiotiques dans ces indications. Donc, on en reparlera, mais ça, c'est une première étape qui nous paraît utile. Alors, l'ASFAR, bien sûr, est très intéressé par l'actualisation du protocole. Et pour ce qui est de traçabilité, ça va être très utile d'avoir cette évaluation pour pouvoir mener la suite, c'est-à-dire un audit sur dossier des pratiques tracées. Et pour cette grille-là, donc vous aurez bien sûr les étapes à parcourir, hein. Il y a tout le parcours d'un patient en termes d'antibioprophylaxie, donc pré-op, per-op et post-op. À signaler en pré-op, on s'intéresse aussi à la veille, puisqu'il y a des administrations qui sont nécessaires la veille au soir, par exemple en chirurgie colorectale ou la chirurgie d'affirmation du genre, qui est une nouveauté dans le référentiel actuel. Vous aurez également un guide de l'auditeur, bien sûr, pour accompagner la mise en œuvre, comme habituellement. D'autres supports sont en préparation, ou à l'état de réflexion, mais qui vont bientôt être faits. Donc, une foire aux questions, une aide au plan d'action, et puis l'outil informatique, comme j'en parlais, avec évidemment le rapport automatisé, puisque c'est ça qui est intéressant après la saisie, d'avoir directement les résultats. Et puis, ça suppose donc de mettre au point des thésaurus de codage. Donc, ça, on va s'en occuper, et vous aurez tout à disposition dans quelques temps. Donc, l'idée, c'est vraiment de valoriser ce qui est déjà bien appliqué dans les établissements, d'accompagner les éventuelles évolutions qui poseraient des difficultés et améliorer l'organisation et les pratiques. Un petit mot sur le champ de l'audit.
Donc, on est ouvert à tous, hein, établissement public, privé, SPIC. Euh, Vous avez vu que l'activité chirurgicale est accompagnée dans le référentiel de plusieurs actes de type interventionnel. Donc, ça peut être l'occasion d'aller faire une évaluation dans le secteur interventionnel, comme la médecine interventionnelle ou l'endoscopie interventionnelle. Bon, ça fait un champ assez large, hein, entre toutes les spécialités chirurgicales et ces secteurs interventionnels, mais euh, on vous propose éventuellement un état des lieux, sauf si vous avez envie d'aller spécifiquement ou si vos ressources ne permettent d'aller voir que certains services. Donc, voilà, ça sera selon vos besoins et vos possibilités. En tout cas, on a prévu d'évaluer toutes les spécialités qui sont décrites dans le référentiel. Et par contre, on se limitera aux adultes puisque les recommandations pédiatriques sont prévues, mais pas encore à disposition et pas encore diffusées. Donc, ça sera peut-être l'objet d'un audit futur. En tout cas, la SFAR avait l'air d'être intéressée par voilà, cette suite à donner. On verra dans un deuxième temps, on va déjà s'occuper des adultes. Et on a simplement exclu donc deux situations, deux types de situations. Donc les patients infectés, que ce soit au niveau du site opératoire ou hors site opératoire, et les patients avec une administration d'antibiotiques en préopératoire. Il y a toutes sortes de situations qu'on détaillera dans le guide. Mais en tout cas, on ne souhaitait pas, enfin bon, en discutant avec les anesthésistes réanimateurs, ils ne souhaitaient pas qu'il y ait trop d'interférences entre ces administrations-là et ce qu'on va étudier, qui est l'antibioprophylaxie. Donc, retenez cette idée-là. Et puis, pour les interventions elles-mêmes, on va reprendre une majorité des actes qui sont dans les RFE. Ils seront associés à un codage pour qu'on puisse analyser correctement via l'outil informatique. Et en tout cas, donc, vous pourrez analyser des actes qui sont associés ou non à une antibioprophylaxie, qu'elle soit alors préopératoire, il y en aura sans doute, hein, mais il peut y avoir du per et post, mais pas forcément non plus. Enfin voilà, tout type d'intervention peut être évalué. C'est du tout venant à la demande du groupe de travail. Programmé, voire même en urgence. Et puis, il n'y a pas de restriction sur, comme on avait fait pour le dit préop, on peut tout prendre en compte. On a simplement, pour info, exclu des actes pour lesquels l'analyse des données serait difficile parce qu'elles sont conditionnées par des informations spécifiques à l'acte et on ne voulait pas faire une grille trop importante, hein, pour tenir compte de tous les actes possibles. Donc, il y a certaines données patients ou données relatives à l'acte ou relatives au service qui seront difficiles à récupérer, qui sont trop spécifiques pour être récupérées, voire non tracées, hein, d'après le retour d'expérience des membres du groupe de travail. Voilà, donc, mais tout ça sera bien marqué clairement. Donc, on va exclure, je crois, une quarantaine d'actes, ou une trentaine, une quarantaine d'actes sur l'ensemble des actes qui sont dans les RFE. Ça concerne un peu toutes les spécialités, hein. Euh, alors, abordons maintenant la question de l'organisation. Euh, donc, bien sûr, ce projet doit être validé dans les instances habituelles. On est parti donc sur l'idée d'un recueil de données sur dossier, ce qui tranche avec l'audit pré-op qui était des observations directes au bloc opératoire, et ce qui nous permettra donc de récupérer les données pré, per et post-opératoire. Il est impossible d'imaginer faire de l'observation sur l'ensemble d'une intervention, beaucoup trop chronophage. Alors, on sait déjà, et rien qu'au sein du groupe de travail qui a été monté pour construire cet outil, qui a un niveau d'informatisation qui est très variable d'un établissement à l'autre. Donc, il faudra voir un petit peu la faisabilité de cette évaluation, selon qu'on a un dossier patient ou un dossier patient informatisé, des feuilles d'anesthésie ou un logiciel. Enfin, c'est un peu l'idée de la fiche établissement, c'est d'évaluer un petit peu comment est organisé l'établissement à ce niveau-là et comme ça que vous puissiez évaluer si vous avez les moyens d'évaluer sans trop de difficultés et utiliser cet outil. Alors, ce qui est à retenir, c'est qu'on a décidé au niveau du groupe d'ouvrir l'outil à tout type d'auditeurs,
c'est-à-dire tout acteur motivé pour y participer et ayant un lien avec l'antibioprophylaxie. Donc habituellement, on propose souvent ces audits aux hygiénistes directement, qui sont bien sûr nos interlocuteurs habituels et préférés. Mais donc on a monté, enfin le groupe qui a créé l'outil est composé de toutes ces professions-là, de représentants de toutes ces professions-là. Et il n'est pas exclu que certains puissent participer à l'audit. Et c'est une question qui sera posée en interne au moment de la mise au point d'un groupe éventuellement projet. Euh, le binôme minimum hygiéniste, anesthésiste, réanimateur paraît assez évident, mais on peut compléter avec d'autres professionnels intéressés par le sujet. D'un point de vue organisation, ce qu'on va vous proposer, c'est de remplir collectivement la fiche établissement lors, par exemple, d'une réunion de ce petit groupe, ce qui permettra de choisir les disciplines et spécialités à évaluer et la méthode, de discuter de la méthode. Je vais vous parler des différentes pistes de méthode qu'on a identifiées, sachant que quand même, voilà, on va vous laisser assez de souplesse hein, pour voilà, voir en fonction des différents secteurs et de l'informatisation quelle est la meilleure méthode pour vous. Il n'y a pas de... Voilà, on vous propose des pistes, hein, mais voilà, c'est comme vous pouvez. Et ça sera l'occasion, lors de cette réunion aussi, de répartir les évaluations entre les différents auditeurs identifiés. Pour la formation de ces auditeurs, donc comme je vous le disais, il y aura un webinaire le 23 septembre et il sera toujours possible de revoir le webinaire d'aujourd'hui et de consulter le guide de l'auditeur qui est là justement pour tout expliquer aux personnes qui vont s'engager dans l'évaluation. Donc, pour poursuivre sur l'organisation, voilà donc les méthodes qui ont été identifiées grâce au retour d'expérience des professionnels qui sont dans le groupe de travail et qui ont déjà fait des audits sur dossier. Alors, il y a une possibilité de passer par la SSPI pour identifier des patients donc, qui ont été opérés. Donc, ça a l'air d'être plus facile peut-être pour des données qui sont archivées sous format dossier papier. Et on a proposé, on a réfléchi à deux modes de recueil parce qu'en fait, la question, c'est de voir si quelque chose a été fait en post-opératoire. Donc, pour ce recueil du post-opératoire, soit après avoir identifié les dossiers, on repasse 10 jours après, par exemple, et on recueille les données pré-op, per-op, et éventuellement post-op. Donc ça, c'est la deuxième ligne. Et la première ligne, ça serait le jour même où on vient repérer les dossiers, on peut déjà récupérer le pré-op et per-op et repasser pour le post-op quelque temps après. Donc ça, c'est vous qui verrez ce qui est le mieux pour votre organisation. On met juste un petit peu en garde par rapport à cette méthode, c'est qu'il ne faut pas qu'on influe sur les pratiques post-opératoires en ayant montré, entre guillemets, quel patient allait être inclus dans l'évaluation. Donc attention à ça. Et puis, un seul passage en SSPI ne suffit peut-être pas à récupérer autant de dossiers qu'on veut en évaluer. Donc, ça suppose peut-être plusieurs passages. Et puis, on ne va pas non plus sélectionner les patients selon les critères qui ont été indiqués préalablement. Et donc, il faudra peut-être rejeter certains dossiers et du coup retourner voilà, plusieurs fois pour atteindre les objectifs. Donc, ça, c'est une première méthode, mais qui est possible, hein, qui a apparemment déjà été utilisée. Et puis, il y a la méthode plus basée sur le système informatique, avec appel éventuellement au DIM aussi. Enfin, ça, c'est assez libre. Vous voyez ce qui est le plus pratique. Et avec l'idée de plus une espèce de tirage au sort des dossiers dans les mois précédents. Alors là, ça intègre directement, ça peut permettre d'intégrer des critères d'exclusion directement, d'avoir un nombre important de dossiers. Et puis, on a toutes les données directement accessibles puisqu'on est en rétrospectif avec forcément les choses qui se sont passées un temps important avant. La seule chose, c'est éventuellement s'il faut ensuite aller rechercher des dossiers archivés depuis sur site ou ailleurs, ça peut être un peu plus compliqué.
Mais parfois, ceux qui ont des logiciels de traçabilité, ça se fait très directement dans le système informatique. Donc, c'est une méthode qui est assez utilisée. En tout cas, dans les tests qu'on a pu faire en établissement de santé, c'était pas mal sur ce modèle-là. Bien sûr que l'évaluation doit tenir compte de la mise en place du protocole et des nouvelles pratiques. Et donc, il faut qu'il y ait un délai suffisant pour voir l'impact de ces évolutions sur les pratiques. Un point de méthodologie, donc, qui fait souvent l'objet d'une question par les établissements qui souhaitent participer, c'est quelle spécialité et le nombre de dossiers. Donc, là, on propose, comme c'est la première année de mise en place de ce nouvel outil, on proposait plutôt que vous fassiez un état des lieux, donc en allant voir un petit peu dans toutes les spécialités, les disciplines. Mais bon, ça reste, voilà, votre choix. Et puis, on pensait à 5 à 10 dossiers par spécialité, sachant que le fait qu'on propose une participation multidisciplinaire, ça peut permettre justement d'évaluer un plus grand nombre de dossiers. Et c'est à répartir donc entre les différents auditeurs et sur la période de campagne nationale, qui est de 3 mois. Donc, pour info, tous les tests qui ont été faits en établissement ont donné lieu à une mesure hein, du temps mis par dossier. Et donc, selon le niveau d'informatisation et le fait qu'on ait du pré-op, per-op et post-op, le fait que peut-être il y a des cas un peu compliqués, en tout cas, c'est revenu souvent à 10 minutes, 15 minutes. Alors, le premier dossier est un peu plus compliqué parce c'est mieux d'identifier en amont où se trouvent les données. Sinon, c'est un peu plus long. Mais par la suite, voilà, ceux qui ont fait plusieurs dossiers en test ont dit que une fois qu'on avait en tête les données à recueillir et l'endroit où elles sont, ça va assez vite. Bon, donc en pratique, si vous prévoyez par exemple d'évaluer 10 dossiers, ça peut prendre en gros une demi-journée. Alors avant de passer aux fiches, je peux faire peut-être un petit point s'il y a des questions dans le chat. Euh, alors, donc il y a effectivement quelques questions. Pour les infectés, précisez que ça concerne les infections bactériennes plus ou moins fongiques, mais pour les virales, pas trop de raison. Ok, Ça, c'était une remarque de Serge Alfandari. ouais, Et ok. Madame Canoué a dit bonjour, y a-t-il beaucoup d'établissements qui ne font pas de dose unique? Merci. Vous voulez dire par rapport à l'audit pré-op ou par rapport au référentiel d'établissement? Attendez, je fais pas de deux unités. Ah, c'est pour que les participants répondent, je suppose. Parce qu'en fait, enfin, je sais pas si j'ai bien compris la question, mais dose unique, ça veut dire sans réinjection per ni post-opératoire, dans l'idée de devoir revenir voir les... Ah oui, d'accord. Alors, ce qu'il y a pour ça, je comprends la question. Euh, Ce qu'on veut voir quand même, c'est que, vous savez, il y a très peu de cas où il est nécessaire de faire des réadministrations post-opératoires. Donc, on pourrait se limiter à, on va revoir les dossiers si quelque chose est indiqué. Mais c'est intéressant quand même d'aller voir s'il n'y a pas des choses qui sont faites en post-opératoire non indiquées. Donc on aurait tendance à plutôt conseiller d'aller revoir quand même en post-op ce qui s'est passé. Bon, s'il n'y a rien, bah, écoutez, ça va aller assez vite. Mais on cherche à voir ça parce que le post-opératoire est ce qui pose pas mal de problèmes, hein. Il y a des, comme je l'ai indiqué dans le contexte, il y a des mésusages et des prolongations non justifiées d'antibiotiques. Donc, c'est ça qu'on veut aussi voilà, repérer. Je crois que c'était tout au niveau des questions. Oui. Donc, je continue. Concernant maintenant chaque outil, chaque grille qui est donnée. Donc, je vous donne quelques éléments. Alors, en septembre, on vous montrera la grille complètement terminée, hein. Là, on a bien avancé. C'est presque prêt puisqu'on va commencer à préparer l'outil informatique. Mais il y a encore quelques tests en cours dans les établissements.
On attend d'avoir tout récupéré pour faire une forme finale, mais on s'en rapproche énormément. Donc, concernant cette fiche établissement, donc vous avez bien vu que c'était une évaluation du système documentaire avec l'idée de voir un petit peu le niveau d'informatisation des établissements et surtout préparer la partie évaluation sur dossier. Donc, concernant le protocole, on va regarder un petit peu quel est son type, sa disponibilité, comment il a été validé et surtout, voilà, est-ce qu'il a été actualisé et est-ce que les professionnels ont été bien informés. On regarde aussi la conception parce que on s'est aperçu qu'il y avait différentes formes de diffusion du protocole. Ça peut être les recommandations, les RFE directement elles-mêmes, ou bien un protocole local comme on fait d'habitude, ou bien des extraits des RFE qui sont intégrés dans un protocole local. Enfin, voilà, il y a différentes formes et ça impacte un petit peu sur le type d'évaluation qu'on va faire. Donc, c'est pour ça qu'on a recueilli cette information. Notamment quand c'est un protocole qui n'est pas les recommandations elles-mêmes, on va chercher à voir si toutes les étapes de l'antibioprophylaxie sont bien intégrées au protocole. C'est important parce qu'il n'y a pas toujours des prescriptions qui sont faites aux différentes étapes, notamment en opératoire. Il peut ne pas y avoir de prescription au sens strict, donc il faut qu'il y ait au moins un protocole. Et on va regarder si jamais il y a des recommandations, enfin, quelles recommandations générales ont été prises en compte dans ces protocoles. Il peut y avoir eu des choix faits localement, hein, pourquoi pas, mais c'est pas mal de le décrire pour voir sur quel point éventuellement il y a des attentes. Donc ça intéressera la SFAR en particulier. Vous verrez, comme dans les RFE, il y a quelque chose de particulier pour la chirurgie colorectale. On demandera où en sont les établissements, de la mesure de fréquence qui est demandée pour le portage des EBLSE et s'ils ont mis en place un dépistage. Donc ça, c'est pour voilà, faire un petit sondage sur cette mesure-là qui est préconisée dans le nouveau référentiel. Ensuite, il vous est proposé de recueillir ce qui est prévu en termes de traçabilité. Et là, c'est une approche chronologique. Donc, on regarde en CPA, en consultation pré-anesthésique, ce qui est prévu, en visite pré-anesthésique, où normalement, il y a une réévaluation de l'antibioprophylaxie, donc le jour même de l'intervention. Et puis, en termes d'administration péropératoire et post-opératoire, comment ça se passe? C'est plus détaillé sur le post-op, hein, puisque je vous disais qu'en post-opératoire, on peut avoir du mésusage qui peut être lié à des organisations plus ou moins optimales. En tout cas, il peut y avoir des prescripteurs différents, des moments de prescription différents, des supports. Et puis enfin, dans certains cas, il y a des comptes rendus anesthésiques, d'autres pas. Donc, on veut faire un petit point là-dessus, savoir, il y a différentes formes d'organisation qui sont intéressantes à connaître. Voilà pour la fiche établissement. Est-ce qu'il y a des questions sur cette fiche avant que je passe à l'autre? Voilà. Alors, bien voir le manuel là-dessus, car si c'est une réintroduction d'antibiotiques après arrêt, c'est plus signe. Ah, on voit pas tout. Ah, d'ISO, pardon. Oui. Alors ça, je vais en reparler. Tout à fait d'accord. Euh, oui, oui. Ok. Alors, parfois, pour la chirurgie thoracique, les lobectomies et pneumectomies notamment. Oui, donc ça, c'est une discussion sur ce qui peut se voir en post-op. Donc, vous allez voir qu'on a pris en compte ces éléments-là. Et en thoracique, tout à fait. Donc, on parle antibiothérapie curative. Alors, la prescription de l'antibioprophylaxie est-elle évaluée ou juste la traça? C'est juste la traça. Ça a été l'objet d'un débat dans le groupe de travail parce qu'on aurait pu évaluer effectivement les prescriptions, mais là, ils ont souhaité qu'on évalue ce qui est réellement administré. Donc, vous verrez que toutes les données de la grille d'audit sont basées sur l'administration. Par contre, on regarde comment sont organisées les prescriptions. C'est un choix parce que ça faisait beaucoup. Si on faisait les deux, c'était compliqué. Et la prescription toute seule, ça paraissait insuffisant. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de la prescription, hein, dans les éventuelles peut-être anomalies qu'on peut observer. Alors,
euh, la grille d'audit. Voilà. Alors, je vous la montre pas encore à ce stade, parce qu'en plus, elle comprend un certain nombre de parties. Donc, je voulais juste vous donner les grandes orientations et les données recueillies principalement. Donc, vous verrez, il y a donc tout ce qui concerne le patient, les actes et l'antibioprophylaxie la veille au soir. Et ensuite, enfin, ça, c'est les pages différentes hein, de la grille. L'antibioprophylaxie pré- et opératoire et enfin la post-opératoire. Donc, concernant le patient et son séjour, donc on est sur des données tout à fait classiques hein, de sexe, âge, poids, taille, l'IMC calculé informatiquement, l'allergie aux pénicillines. On a introduit le portage des bactéries multirésistantes. Alors, ça ne sera pas quelque chose à aller chercher de façon, je veux dire, soit les données sont présentes dans le dossier, soit, voilà, on ne vous demandera pas d'aller chercher à tout prix cette information-là. Mais alors, elle est recueillie à la fois pour voir si en chirurgie colorectale, il y a une prise en compte de cet élément, et aussi peut-être que ça peut influer certains choix d'antibioprophylaxie. Donc, on regardera aussi dans les autres spécialités s'il y a prise en compte de cet élément-là. Et puis, pour le séjour ambulatoire conventionnel d'admission, ça c'est très classique. Concernant l'acte, ou du moins la procédure chirurgicale ou interventionnelle, on aura l'acte et la spécialité des équipes qui l'ont réalisé. Il y aura un codage, on vous prévient, mais ça sera un document qui vous sera fourni avec la grille, la date et l'heure d'intervention, et puis pour pouvoir voir comment s'articule en fait en pratique aujourd'hui l'antibioprophylaxie par rapport à l'anesthésie et l'intubation. On recueille voilà, les heures de chacune de ces étapes, hein, puisque vous savez que dans le référentiel, hein, le délai avant incision a été euh, précisé via un écart entre 0 et 60 minutes, mais il est aussi indiqué que on fait l'antibioprophylaxie, enfin il est conseillé. C'est pas vraiment une reco, c'est dans les recos, il y a une petite phrase qui indique ça, qu'il est conseillé de faire l'antibioprophylaxie avant l'anesthésie, ce qui fait que justement on sera pas forcément à 0 minute, mais un peu plus. Donc ça c'est quelque chose qui peut nous intéresser par rapport aux nouveautés du référentiel. Euh, donc la grille, au-delà du patient et de l'acte qui sont décrits, bien sûr, va s'intéresser de près à l'antibioprophylaxie pré-op, per-op et post-op, donc avec une séparation entre la veille de l'intervention qui concerne essentiellement deux spécialités chirurgicales et le jour même. Vous avez également le per-op avec ce qui se passe le jour même pendant l'intervention, et puis le post-op avec les jours suivants. Alors, ça va répondre aux questions qui viennent d'être posées. Bien sûr que le groupe avait conscience qu'en post-op, on a différentes situations. Et donc, on s'intéressera du coup à toute administration d'antibiotiques dans les suites d'une antibioprophylaxie, de façon à déterminer si on est dans le cas d'une antibioprophylaxie prolongée ou d'une antibiothérapie curative. Donc, et ça, on le saura puisqu'on va recueillir les molécules, les doses, les durées d'administration dans le temps. Et ça sera de toute façon soumis. Alors, l'auditeur tranchera pas forcément directement, mais il y a plein d'éléments qui sont recueillis pour amener à trancher sur cette question. Si jamais c'était compliqué, hein, des fois c'est très clair. Et il y aura un avis médical qui sera demandé pour confirmer cette conclusion. Mais en tout cas, ça sera intéressant de voir. Et on relève aussi les justifications qui sont données à cette administration post-opératoire qui sont censées figurer dans le dossier. Donc, on aura normalement tous les éléments à faisceau d'arguments pour dire, voilà, on est dans cette situation-là ou l'autre. Et en termes de données recueillies dans cette grille, donc vous aurez toujours molécules, doses et la voie d'administration, qui est souvent l'injectable, hein, mais bon, il y a quelques cas particuliers, donc on va voir si tout est bien fait. Et ce qui va distinguer les différentes étapes, c'est que là, en pré-op, on aura le délai avant le début de l'intervention. Ici, on va... Alors, en pré-op, c'est vrai que les interventions sont en général pas trop longues, mais enfin, ça dépend des spécialités.
On a choisi de regarder en détail seulement les deux administrations, les deux premières réadministrations pour calculer un délai entre justement ces deux réinjections. Mais on ne peut pas se permettre, enfin, ça serait beaucoup trop long d'étudier en détail l'ensemble des réadministrations péropératoires. Et ça répondra quand même à une majorité de cas où c'est comme c'est toutes les 2 heures, 4 heures ou 8 heures selon les molécules administrées, mais que la plupart sont faites avec de la céphalosporine et un délai de 4 heures, on aura quand même voilà, une information suffisante dans la majorité des cas. Concernant le post-op, on regardera la durée, hein, c'est ça qui va nous intéresser, savoir si on se limite pour une antibioprophylaxie à 24-48 heures quand c'est indiqué, ou est-ce que c'est 24-48 heures alors qu'il n'y a pas d'indication, ou est-ce que c'est 5-7 jours alors que c'est pas censé dépasser les 24 ou 48 heures. Donc ça sera très intéressant et les autorités attendent ce genre de données pour pouvoir cibler les actions futures. Donc l'indication, la justification du post-opératoire nous intéresse aussi de façon importante. Alors il peut s'agir d'un prélèvement fait en opératoire avec une analyse microbiologique et qui oriente vers voilà, une antibiothérapie éventuelle, hein. Tous les cas, on a identifié plein de cas possibles, mais euh, voilà, il y aura moyen d'avoir des infos sur cette question. Donc, bien repérer que sur le post-op, on n'est pas que dans l'antibioprophylaxie, on recueille toutes sortes de situations d'administration d'antibiotiques. Le dernier document dont je vous parle aujourd'hui, parce que je vous ai dit, il y en aura d'autres hein, pour la prochaine fois, mais les plus importants. Donc, le guide de l'auditeur sera en 3 parties. Il y aura une partie méthodologique qui va rappeler ce que je vous ai dit sur les différentes pistes de recueil des données. Et puis, vous aurez, comme d'habitude, pour chaque item qui nécessite des précisions, des explications, il y aura soit un schéma pédagogique, soit voilà, des précisions apportées, que ce soit pour la fiche établissement ou la grille d'audit. Alors, est-ce que sur les documents, ah oui, il y a des questions. J'espère pouvoir y répondre. Alors, je crois que Serge a... Ouais, ouais, ça j'avais vu. Alors, attendez, je me remets sur les... Alors, au niveau du chat, par... Alors, J'en étais à... la prescription d'antibioprophylaxie était-elle évaluée ou juste la traça? Donc, j'avais dit juste la traça. Donc, c'est conforme si... alors, tu as une question sur plus de délai, mais de nombreuses études citées dans les recos sont avec une injection au moins 10 minutes avant. Ah, attends, excuse-moi, je crois qu'il y a Alors, d'autres choses avant. Donc, c'est conforme s'il existe un protocole validé. On n'ira pas voir si le protocole est validé, hein. Ça, c'est une évaluation locale. On va regarder, nous, si ce qui est fait dans les pratiques correspond à ce qui est indiqué dans le référentiel national. Après, s'il y a différence, ça peut être justifié, hein, un choix local justifié par écrit et validera, voilà. Mais ça sera vu localement au moment de l'interprétation des résultats. Oui, alors, excuse-moi. Excuse-moi. il Après, manque c'est... un Ouais. DFG pour pouvoir évaluer la posologie. Alors, DFG. Est-ce que Serge peut me repréciser parce que je ne suis pas forcément sûre d'avoir le... Alors, Bon, je continue en ouais, attendant que ouais, ouais, Serge ouais. me Oui, précise. parce que pour les BMR, si on veut vraiment évaluer l'impact, il faudrait le type et la date du dernier prélèvement positif. Pour l'instant, alors, oui, il faut que je vois ça, je vais noter. Alors, le type, oui, on va voir on va noter la souche et le type de résistance. Le type et la date de dernier prélèvement positif. De toute façon, je vais revenir au groupe de travail hein, s'il y a des questions euh, Alors, ensuite, qui comment évaluer nécessitent une la réflexion. traçabilité quand elle est manuelle et sur une case cochée qui correspond à 15 minutes sur la feuille après? Annès. Ah, c'est oui, c'est que s'il n'y a pas s'il y a des cases toutes les 15 minutes. euh, Les 15 minutes, ça serait pour quel critère?
On va voir s'il y a une suite. Par rapport au codage. Ouais. Alors, on ne va pas recueillir le code forcément. Enfin, le code CCM ne sera pas obligatoire. On vous le propose de façon optionnelle. Si par exemple vous avez besoin de réutiliser ces données, de les croiser avec la surveillance ou faire d'autres études. Voilà, donc nous, ça va être un code SPICMI, c'est-à-dire pour chaque acte décrit par le référentiel SFAR, il y aura un code avec des lettres et des chiffres, et c'est ça qui sera rentré dans l'application informatique. On ne peut pas rentrer l'intitulé d'un acte et travailler, faire des analyses avec. Donc c'est juste un codage comme pour l'audit pré-op, hein, c'est exactement ça. Vous mettez tout au propre, vous repériez le code et vous le notiez au moment de la saisie. Alors, ça Ça va va être être compliqué. compliqué de trouver la trace de l'administration la veille de l'hospitalisation, souvent pour le colorectal. Oui, alors on a effectivement parlé de ça dans le groupe, hein. C'est pas toujours tracé. Donc, Alors justement, il y a des commentaires, peut-être avec la prescription de la CPA et avec l'appel de la veille. Et Serge ouais, Alfondary a ouais, répondu ouais. CPA probablement, mais appel je doute. Alors ça va dépendre effectivement des organisations. Il m'a déjà été rapporté que effectivement, la traçabilité de la prescription la veille était pas voilà, systématique. Et donc, on a prévu dans la grille de demander si le support prévoit le recueil de l'information sur la prescription la veille, justement. Donc, c'est ce qui permet, si c'était prévu dans le document de recueil au niveau de la CPA, ça sera rempli, ça aide à le noter, quoi. Parce que c'est vrai que nous, on vous propose pas d'aller interroger forcément dans le passé sur ce qui s'est passé à une époque. On va pas retrouver forcément l'info. Donc voilà. Appel, oui, ça dépend de ce qui est prévu hein, localement. Mm, Alors on revient tout sur à la fait. question de tout à l'heure, enfin plus de délai, mais de nombreuses études dans les recours sont avec une injection avec au moins 10 minutes avant. Donc là, on est à moins de 10 minutes avant l'intervention. Alors, juste, ouais, c'est parce que je voudrais juste. euh, Ah oui, c'est encore en dessous. Excuse-moi, tu me l'as dit, mais il faut que je le Oui, relise quand même. ouais, plus de délai, mais de nombreuses études citées dans les recommandations sont avec une injection au moins 10 minutes avant. C'était par rapport à la question d'avant ou pas ça? Parce que là, du coup, je Non, suis un ça peu. va être une autre question, mais peut-être que ça rebondit sur la question d'avant et sur le délai. Ah oui, plus de délai, c'est-à-dire on est passé à Oui, 60 minutes ouais, au lieu de 30, ouais. se font avec une injection. Oh oui, bah, c'est possible. De toute façon, ouais, ouais. Oui, oui, ben, on avait mesuré ça dans l'audit pré-op là, pendant les 4 années d'utilisation de l'outil. Et il y avait toute une gamme de délais, hein. La moyenne et la médiane étaient à 30 minutes, mais il y avait entre 0 et 5, entre 5 et 10, enfin, il y avait tous les temps possibles, hein. De toute Mm. façon, c'est difficile de maîtriser ce temps, en fait. On peut essayer effectivement de le faire dans l'heure qui précède, mais par rapport à l'absence de minimum délai avant Mm. incision. Oui, d'accord, je comprends. C'était par rapport à ma remarque sur le zéro et l'articulation entre antibioprophylaxie et anesthésie. Ok. Alors, la SFAR recommande-t-elle toujours un délai de 30 minutes à 1 heure avant l'incision? Les anesthésistes nous affirment qu'il n'y a plus de délai recommandé. Ah bah, il y a un délai maximum d'1 heure actuellement. Mm. Voilà, c'est ce que Serge Bah a, oui, a remis. exactement. Ouais, c'est Mm. ça, c'est ça. Aurons-nous rapidement le protocole d'audit? Le dernier trimestre est chargé pour le OH, PIADIS, PICMI, prévalence, TICSA, certification, etc. Le plus tôt on s'y met, et mieux c'est. D'accord, bah, c'est bien noté. Alors là, pour l'instant, on est encore en test. Je vais juste devoir préparer les rapports pour voir si tout est OK dans la grille. Enfin, au pire, vous l'aurez en septembre. Si c'est possible avant, ou sinon, vous pouvez me contacter pour éventuellement que je vous montre où on en est, hein, si certains veulent regarder en avance. Mais au plus tard, ça sera début septembre. Voilà. La fonction rénale. Oui, Ouais. on recueille l'état de la fonction rénale, effectivement, comme élément devant figurer dans les documents
de traçat. Et je crois qu'on l'a mis aussi au niveau de la fiche établissement. Donc, tout Donc, à fait. on aura bien le délai entre l'incision et l'injection de l'antibioprophylaxie, ce qui permettra de voir l'évolution des pratiques en lien avec les nouvelles recommandations et l'impact sur les ISO. Alors, oui, on aura. Après, l'impact sur les ISO, ça sera local, effectivement, puisque nous, on peut pas croiser avec, pour l'instant, avec les données SPIC-ME. Ça va être, L'injection se fait. Oui, ça va être compliqué de trouver la trace de l'administration la veille. Bon, alors, oui, non, ça, on l'a déjà vu tout à l'heure, surtout pour le colorectal, on l'avait déjà vu. Euh, voilà, donc, bah, on revient sur des éléments dont tu as déjà parlé là. d'accord. Tu as OK. explicité, c'est bon. Bon, le siège de la Côte Basque peut me contacter si besoin. Je vous Le remets dernier. d'ailleurs dans le chat, je vous remets l'adresse PicMe où vous pouvez envoyer toutes vos demandes et on y répond au plus vite. Donc, je voulais vous dire en résumé, donc vous l'aurez compris, on va vous faire remplir une fiche établissement, donc un remplissage si possible collectif. Et ça sera un prérequis à l'évaluation sur dossier parce que on a bien vu lors des tests, les hygiénistes qui ne sont pas, qui n'ont pas l'habitude forcément des outils de traçabilité existants concernant l'antibioprophylaxie. Il y a des logiciels purement anesthésiques hein, qui sont pas ouverts à tous. Donc voilà, ça sera un prérequis. C'est mieux d'aller de s'enquérir du mode de traçabilité, de prescription et du protocole en amont de cet audit. Et la fiche établissement, au plus tard, vous permettra de le faire grâce à une réunion avec les acteurs intéressés. Et donc, ça sera intéressant pour le choix de la méthode en fonction des situations. Et puis ensuite, donc, l'évaluation sur dossier avec la possibilité de partage du nombre de dossiers entre les différents professionnels. On voulait refaire passer un petit message en fait hein, pour dire qu'évidemment, on vous parle d'évaluation, mais que derrière, il y a tout ce qui est analyse des causes et plan d'action. Et donc, vous aurez des outils aussi pour cette phase-là. Alors, ce qui est possible de faire dès à présent, vous pouvez commencer à communiquer, et c'est ce qu'ont fait en fait les établissements qui ont fait le test. Du coup, ils ont commencé à- à contacter les équipes d'anesthésie-réanimation, par exemple, et tout autre professionnel concerné. Et ils ont identifié des personnes qui étaient partantes pour faire l'audit en fin d'année. Le calendrier, vous l'avez, la méthode qui sont proposées aussi, donc on peut commencer à réfléchir à ça et voir qui pourrait participer. Donc je vous invite vraiment à vous renseigner sur où trouver les informations parce que ça prend un petit peu de temps au départ. Et enfin, puisqu'il est prévu dans les recommandations euh, de se baser sur la mesure de la fréquence des EBLSE en chir colorectal, si certains ont commencé à réfléchir à cette mise en place, voilà, c'est le moment aussi de voir ce qui est possible. Comme ça, vous serez prêt pour le moment venu. Donc voilà, les questions, il y en a peut-être des nouvelles. En tout cas, je vous rappelle que la prochaine fois, c'est orienté vraiment formation des auditeurs et toutes les grilles et tout ça seront présentées en détail. Ceux qui le veulent plus en amont me contactent. Et on vous présentera aussi l'application informatique qui devrait être déjà en cours de développement. Je regarde s'il y a d'autres Oui, il choses. y a d'autres questions. Concernant le nombre de dossiers à auditer, avez-vous défini un seuil? Vous indiquez 5 à 10 dossiers par spécialité. Quel est le minimum de dossiers? Bah, si on dit 5 à 10, ça pourrait être 5 par exemple, mais ça reste, enfin, c'est vous qui voyez un petit peu quel est l'intérêt pour vous et la faisabilité, hein. On a des établissements testeurs qui avaient déjà fait des audits, même sur plus que ça, hein, donc il doit y avoir, mais sur des spécialités ciblées. Ça nous paraît assez raisonnable au vu des discussions qu'on a eues. Voilà. On peut en rediscuter, vous pouvez nous contacter pour voir en fonction parce que ça dépend un peu de l'ensemble, du nombre de spécialités présentes dans l'établissement, est-ce qu'il y a de la chirurgie, de la médecine interventionnelle, de l'endoscopie, enfin voilà, on peut être amené à discuter si vous vous posez des questions sur ce sujet. C'est donné à titre indicatif, hein, on n'est pas. Voilà, évidemment que si vous faites un dossier, c'est peut-être pas très représentatif, hein. Après, sur l'échelle d'un établissement, 30 à 50 dossiers, mais je ne peux pas vous dire ça, ça dépend voilà, de la taille de l'établissement.
faut essayer d'adapter. C'est intéressant de réfléchir à ça justement dans la petite réunion multidisciplinaire, voir ce qui est faisable, intéressant pour vous. Oui, parce que justement, il y a des remarques là-dessus. Je fais 1 à 2 fois par an une éval comme ça tout seul. C'est plutôt 2 minutes par dossier avec un dossier informatisé. D'accord? Ça, c'est de Monsieur Alfambari. Pour Madame Canoué, et pour ma part, 20 minutes si DP non informatisé, dossier sorti par la team. Oui. Et on a une remarque aussi de Madame Sari. Justement, si nous avons plusieurs spécialités chirurgicales, avez-vous un nombre de dossiers minimum pour l'ensemble? Cette fois-ci, l'ensemble et pas simplement une spécialité, mais pour Alors, l'ensemble. vous savez que statistiquement, il y a toujours le nombre de 30 qui est assez intéressant pour commencer à faire des pourcentages. Donc, pour avoir des données sur l'établissement, ça peut être 30. Alors, souvent, on a la chance d'avoir des établissements qui font plus, hein, mais voilà. C'est à définir aussi localement. Alors là, on a d'autres questions plus générales. Comment une décontamination nasale sur 5 jours avant une intervention orthopédique va-t-elle être renseignée? Alors, on n'a pas prévu de recueillir cette donnée, a priori. Par contre, c'est la décolonisation nasale va faire l'objet, la décolonisation dans son ensemble va faire l'objet d'une actualisation, hein, du guide de SF2H de la SF2H de 2013, qui est attendu pour la fin de l'année. Et nous, on a prévu dans le programme Speak Me un jour d'évaluer tout ce qui est décolonisation. Mais du coup, comme il va y avoir un nouveau référentiel, on va, je pense, faire une enquête à ce propos qui aura lieu plusieurs mois plus tard, la sortie des nouvelles recos. Apparemment, ils se sont basés sur des nouveautés européennes, hein, donc je ne connais pas la nature des évolutions sur ce sujet, mais il y a des choses attendues. Donc on va nous se mettre en phase avec voilà, la publication de ce nouveau référentiel. Alors, Donc, il y a aussi résultat une question. instantané, c'est ça, sur la Oui, conformité? voilà, exactement, les résultats instantanés sur la conformité Alors, de nos données, donc le rapport automatisé, hein. voilà, vous aurez un rapport automatisé, c'est Isabelle et Amanda, nos collègues, qui vont y travailler. Et comme vous le savez, hein, bon, la partie évidemment chronophage, c'est la saisie des données. Mais ensuite, en gros, il faut cliquer sur un bouton et vous avez le rapport automatisé, voire peut-être aussi on verra diaporama, poster, on va réfléchir à tout ça. Mais c'est prévu que vous puissiez. L'idée, c'est de vous faciliter la tâche, hein, donc vous aurez normalement tout ça directement. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Là, c'était sur le timing. Mais c'est bien de le savoir, hein, entre 2 et 20 minutes. Donc, on est à peu près en moyenne, ouais, c'est ça, 10 Hmm. 10 minutes. Oui, je les avais dit Ouais, ouais. à l'oral. Et la date du prochain webinaire, donc, c'est le 23 septembre, comme l'a dit Isabelle. Merci de l'avoir précisé. La Côte Basque. Nous faisons tous les ans 30 dossiers sur 8 types d'interventions tous les ans. Voilà, bah écoutez, un exemple. OK. Donc vous vous ciblez sur les interventions, c'est possible, hein. Enfin voilà, on vous proposera de faire tout venant, mais si vous voulez cibler sur des interventions, c'est tout à fait possible. Et pour les stats, 30 dossiers, Hmm. Oui, confirmés. c'est un chiffre qui en statistique revient souvent parce qu'il est suffisamment important pour quand même voir des nuances. Si on a peu de dossiers, potentiellement, on va passer à côté de certains éléments. Donc je voulais finir suite aux questions par oups, un petit. Donc les participants au groupe de travail, donc on a des représentants d'établissements, des membres de sociétés savantes et puis de missions nationales, CEPIAS, CRATB. Euh, on a également une phase, on est en phase de relecture et test. Et là, je voudrais remercier tous les professionnels qui se sont portés volontaires, hein, de différents établissements. Les membres du groupe de travail SPICNI Prévention donc, ont participé également. Mais voilà, on a pu avoir même des binômes, hein, qui se sont mis en place, euh, en particulier hygiénistes et anesthésistes réanimateurs, pour tester les grilles, hein. Et puis toutes sortes d'interventions sur un ou plusieurs dossiers. Ça a rapporté beaucoup d'éléments d'amélioration des documents. Il y a des tests qui sont encore en cours. Voilà. Et puis mes collègues, nos collègues de la Surveillance PICMI nous ont transmis quelques infos à vous donner concernant donc la surveillance.
Donc, vous avez peut-être vu passer ça par mail, mais il y a le protocole 2025 de surveillance qui est disponible sur le site du CPIAS Île-de-France, toujours au même endroit, mission SPICNI surveillance. Le rapport national des données 2023, on l'attendait parce qu'il était en cours de validation au niveau de Santé publique France. Donc là, il est officiellement diffusable. Et puis, pour ceux qui sont concernés par encore des difficultés avec l'importation des données 2024, n'hésitez pas à contacter nos collègues sur speakmecontact@aphp.fr. Je pense qu'on a tout vu. Je Alors, vérifie il y a aussi une les question, questions. il y a une question concernant l'inscription à l'outil. Alors, je ne sais pas si vous parlez bien de l'outil antibioprophylaxie pour l'instant. On n'a pas encore mis quelque chose en place, mais ça sera sans doute au niveau de la plateforme SpeakMe. Vous en serez informé. Concernant les outils Préop ou QuickAudit, là, vous pouvez aussi vous inscrire au niveau du site du CPIAS Île-de-France. Voilà. Et si vous avez le moins de doutes, vous n'hésitez pas à nous contacter à speakme.contact@aphp.fr. Je vous ai mis l'adresse dans le chat. Voilà, bah écoutez, en principe, nous arrivons au bout de ce webinaire. On vous souhaite à tous une bonne journée, bon courage pour les derniers éléments avant les congés d'été. Et puis on se retrouve donc voilà, encore sur l'antibioprophylaxie, mais bon, ça va être quand même important d'échanger le plus possible sur cet outil. Et s'il y a d'autres éléments concernant SpeakMe, on en profitera pour en parler aussi le 23 septembre. Donc à bientôt, bonnes vacances à tous pour ceux qui peuvent en prendre. Et puis on vous remercie pour votre fidélité encore.